Bienvenue sur Wavestoria, les podcasts qui vous racontent le Sud. À travers ces rubriques culture, tech, tourisme, entrepreneuriat, enseignement, sport et bien plus encore, Jean-Raphaël, Julien, Olga et Nico vous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de Nice et sa région. Wavestoria, c'est votre connexion avec toutes les histoires du Sud. Une exploration intime et passionnante de ce qui fait vibrer la Côte d'Azur. Venez écouter, découvrir et vous inspirer. Wavestoria, toutes les histoires du Sud, au creux de vos oreilles. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Wavestoria, dans la rubrique Art et Culture. Et bienvenue Sabine, on dit Sabine ou Sab? On dit comme on a envie surtout. Ça c'est bien. Alors moi déjà j'ai une première question, merci de nous recevoir et où sommes-nous? Dans mon atelier, à Nice, rue Pastorelli, bien caché. Pourquoi bien caché? Parce que je suis distraite très facilement et pour peindre, notamment lorsque je peins, j'ai pas du tout envie d'être déconcentrée. Si je suis coupée sur un tableau, il y a un rythme. Et si on est coupé plusieurs fois, le rythme est coupé. Alors pour un œil averti, franchement, ça se voit, surtout avec la peinture à l'huile. Alors, on va parler de vous, bien évidemment. Pour ceux qui vous connaissent pas, je vais tout de suite dire aux auditeurs, vous connaissez forcément Sabine, parce que vous avez vu son travail. Si vous n'avez pas vu son travail, c'est que vous n'avez pas été sur la prom, que vous n'avez pas été en bord de mer depuis très très longtemps, en tout cas depuis au moins 10 ans, puisque Sab est celle qui nous a mis cette magnifique chaise bleue sur la prom, qui doit être un des endroits les plus photographiés, si ce n'est le plus photographié de la ville. Mais d'abord, on va repartir un tout petit peu en arrière avant de parler de ça et de plein d'autres choses, parce que il y a beaucoup d'autres choses derrière la chaise bleue. Qui êtes-vous? Eh bien, Sabine, qui je suis? Je suis une artiste. Je suis maman de 2 enfants. Je suis une amoureuse de la vie. Je suis une boulimique de la vie. Voilà. Pour me décrire, voilà, je suis une boulimique de la vie. C'est quoi être artiste aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je ne sais pas, mais être artiste, c'est une manière de réinventer sa vie, de décider de sa vie, de la construire un peu comme on a envie. C'est se permettre, dans un monde où tout va vite, c'est se permettre de rester un peu dans l'émerveillement et de faire un peu abstraction de toutes les contraintes. C'est presque un passeport pour la liberté. Mais est-ce qu'on peut... Enfin, moi, ça m'a toujours un petit peu épaté, en fait, chez les artistes. C'est déjà cette capacité à faire des choses dont tout le monde ne peut pas l'être. Imaginez un poisson qui avance, il y a des branchies qui s'ouvrent ou qui s'ouvrent pas. Il y a des gens qui vont jamais faire très attention à ce qui les entoure et il y en a qui vont avoir la curiosité et il y en a qui vont ouvrir les branchies. Il faut avoir vraiment un appétit de vie et il faut être curieux. Et presque, il faudrait avoir mal aux autres. J'aime beaucoup. Mal aux autres. Mm-hmm. Ça veut dire que ça peut être extrêmement fatigant, extrêmement troublant d'avoir mal aux autres. Mais ça peut même être douloureux, bien sûr. Mais on transcende l'art, ça permet de transcender ça. De sortir un petit peu de ça. Complètement. Ça permet de vivre la problématique d'une manière complètement différente. Comment vous êtes devenu artiste? Je pense que depuis au moins l'âge de 5 ans, je m'imaginais artiste. Vous disiez quoi? Je serais peintre, je serais une artiste, comédienne, je sais pas, écrivain. C'était déterminé chez moi parce que j'imaginais que les artistes étaient des gens qui ne vivaient pas comme les autres. J'imaginais, j'avais écouté une radioscopie de Jacques Chancel et Jacques Brel. Et Jacques Brel disait, dans la vie, il s'agit de vivre en mouvement sur la pointe des pieds. Et sur la pointe des pieds, ce qui veut dire aussi délicatement, mais bouger. Il a aussi dit, dans la vie, il faut savoir se mettre un pied au derrière parfois et toujours aller voir. Pas prendre de risques, mais toujours aller voir.
Et quand on a un peu cette appétence, quand on marche un peu en marge ou à contre-courant, l'art, c'est fabuleux, c'est la came idéale pour ça. Mais il y a quand même une prise de risque, puisque on a un travail qui est de toute façon par essence très personnel et qu'on va exposer aux autres. Mhm. Donc il y a cette prise de risque d'être mal pris, mal vu, mal jugé. Vivre, c'est risqué. Oui, Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Ça, on le comprend pas trop quand on est jeune, mais en avançant en âge, on se rend compte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que je compare un artiste, pardonnez-moi, je refais un petit retour. Moi, je compare un artiste à un enfant qui joue dans le sable ou dans la terre d'un jardin. Imaginez qu'il fasse un trou dans la terre ou dans le sable, il verse de l'eau. On a tous fait ça, enfant. Et l'eau s'en va aussi vite qu'elle a été mise. Mais on continue, on veut remplir ce trou d'eau. Un artiste, c'est un peu ça. Si c'est un chanteur, il chante devant 10 personnes, il veut chanter devant 50, il chante devant 50, il en veut 1000, il en a 1000, il en veut 10 000. C'est une quête de l'amour perpétuelle et insatiable. ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et ça s'arrêtera pas alors. Et ça ne s'arrêtera pas, bien sûr. C'est pas frustrant? Mais non, parce que il y a forcément de l'amour, il y a l'amour dans ce qu'on fait, vous allez avoir 15 personnes qui vont vous regarder, il y en a peut-être qu'une qui va vous aimer sur les 15, mais il y en a une. Puis vous vous rendrez compte au fur et à mesure que vous faites que vous aussi, il y a des choses que vous faites que vous n'aimez pas. Et vous vous rendrez compte que c'est pas grave. Au début, c'est grave, oui, vous pensez, c'est terminé, j'arrête, c'est nul, je suis nul. Et après, vous vous rendez compte que ça vous fait avancer. Un artiste sans le regard de l'autre, il n'existe pas. Il n'existe pas. Il y en a qui vont même jusqu'à dire qu'il vaut mieux être critiqué du moment qu'on parle de vous. Moi, j'aime pas trop l'idée, mais c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr qu'on prend un risque, mais c'est en même temps ce qu'on veut dans l'inconscient. On veut être regardé. Oui, évidemment. On veut être regardé. Il faut que ça sorte de l'atelier. Bien sûr. Ce qui est plus compliqué, c'est quand les gens n'atteignent pas la reconnaissance. Parce que la reconnaissance, à un moment dans le métier d'un artiste, c'est quand même la cerise sur le gâteau. C'est tout à coup un réconfort. C'est chouette. J'ai fait quelque chose, ça aboutit. C'est quand même une fin en soi. On a toujours tous été hallucinés devant ces histoires, comme par exemple Van Gogh ou autres, qui n'ont jamais été reconnus de leur vivant, en se disant mais c'est terrible en fait. Mais si, ils ont été reconnus. Van Gogh, il a quand même trouvé un médecin qui a investi pour lui. Oui. Il y a toujours quelqu'un à vos côtés, visible ou invisible, mais bien sûr que si, sinon on peut pas avancer. Et alors vous, dans votre parcours, dans ce cheminement artistique, comment ça s'est passé entre ces 5 ans et ensuite, qu'est-ce qui vous a amené vers tel domaine plutôt qu'un autre? Comment vous l'avez touché, abordé, comment vous l'êtes approprié? J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Ça a été pour moi, de toute manière, une bouée de secours. C'est-à-dire qu'il a fallu que je dessine complètement ma vie, sinon je ne serais plus là. Et c'est l'art qui m'a sauvée, mais vraiment. Et c'est pire que 10 psychanalyses, ça m'a fait aussi avancer, progresser. J'ai tout appris. J'ai tout appris en faisant. J'ai appris à oser, j'ai appris à risquer, j'ai appris un petit peu à m'aimer, j'ai appris à me rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas si graves que ça. Parce que pour les artistes, tout est toujours grave. Oui, tout est toujours catastrophique. Forcément, c'est le sensible, on est dans le sensible à outrance. Forcément. Et aujourd'hui, vous apprenez toujours? Oui. Ah oui, complètement, bien sûr. Bien sûr. De vous, des autres? De moi et des autres, bien sûr. Là, ma dernière thématique de peinture, j'ai rencontré des femmes extraordinaires. Et je me suis posé plein de questions, pourquoi elles acceptent de poser, mon Dieu, mais comment c'est possible? Et puis elles sont arrivées, elles se sont données complètement à moi, parce que poser nu, c'est quand même se donner, on est dans l'intime absolu. Et il y a le moment où je les ai peints, où j'ai passé beaucoup de temps sur elles, avec elles. Et puis il y a l'après, quand elles se voient. Là, c'est extrêmement valorisant, mais c'est pas valorisant juste l'artiste, c'est valorisant humainement parlant. C'est-à-dire que c'est des femmes qui tout à coup vous disent merci, qui tout à coup trouvent un sens à leur vie, même pour certaines.
Et moi, je me suis dit, mais comment une femme, par exemple, qui a eu un cancer du sein peut poser? Puis après, je me suis dit, mais elle s'assure aussi une forme de pérennité. Elle a côtoyé la mort. Elle mourra un jour, le tableau sera peut-être toujours là. Et puis, il y a après la relation qu'on noue, qui en général vient en phase finale, c'est que tout à coup, elles me racontent leur vie. C'est comme si j'étais un psy. Et j'en ai déduit que je ne peignais pas des corps, je ne peins pas des femmes, je peins des vies. Et c'est magique. Et le regard que vous avez sur les choses, en fait, mais parce qu'on n'a pas le temps, on ne vit que au mieux, je sais pas, 80 ans dans une vie. Mais si on avait 4 fois plus, on se rendrait compte de toutes les habitudes qu'on a. Et c'est normal, on n'a pas le temps de vivre autrement. La vie va trop vite. Ça se prend le temps aussi, des fois. Alors, moi, je le prends. C'est pour ça que je suis toujours en retard. Mais il peut y avoir des choses disgracieuses. Et puis, tout à coup, votre œil, il ne regarde plus, il contemple. Et il y a des choses qu'il trouve juste à côté qui, tout à coup, sont magnifiques. Et au final, vous finissez par trouver tout magnifique. C'est une éducation de l'œil. Donc ça, moi, ça m'a fait travailler la tolérance. J'étais quelqu'un d'assez tolérant, d'assez dur, d'assez peut-être dans le jugement. J'ai complètement changé. Je trouve que c'est un univers fabuleux et sans limite. Vous vous rendez compte que vous faites des métiers, il y a des limites, il y a des contraintes. Artiste, c'est nos limites. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez quasiment tout faire, tout exploiter. Juste avant de continuer, permettez-moi de vous parler de notre partenaire Méditerranéo. Si vous ne le connaissez pas encore, il est temps de découvrir ce véritable joyau situé à la gare du Sud, un lieu mythique pour tous les Niçois. Plus qu'un simple restaurant, Méditerranéo est un espace de partage de culture et d'art où la cuisine méditerranéenne est à l'honneur. Ici, tout est pensé pour éveiller vos sens. Déguster des plats maison préparés avec des produits locaux, participer à des ateliers culinaires, découvrir des expositions et vibrer au rythme des concerts qui animent les soirées. Chez Wavestoria, nous partageons cette passion pour le Sud et ses trésors. C'est pourquoi nous sommes ravis que Méditerranéo nous accompagne dans cette aventure. Rendez-vous Gare du Sud, ce lieu unique où chaque moment est une célébration de la vie niçoise. Venez vivre et partager cette expérience et soutenez-nous avec ce symbole de notre culture. Je voulais en parler un petit peu plus tard parce qu'il y a toutes les facettes artistiques que vous montrez, que vous développez, mais vous parliez de la peinture à l'instant, ça m'intéresse, cette histoire d'éternité et de gens, en l'occurrence là de femmes qui vont vers la peinture, dans un univers, dans un monde aujourd'hui où on est sur l'instantané, sur la photo, notamment beaucoup, l'image, bien évidemment la photo avec son smartphone et autres. La peinture, elle a encore du sens aujourd'hui? Alors, moi, j'ai fait tout le chemin inverse. C'est-à-dire, j'ai commencé par la peinture, bien sûr. Déjà, j'ai appris de mes erreurs. Comme je n'ai pas appris dans une école, j'ai appris de mes erreurs. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps. Mais c'est gratifiant aussi quand on arrive au résultat. Et puis, lorsqu'il y a eu l'œuvre sur la promenade des Anglais, la réussite n'est pas toujours bien vue par tout le monde. Le style de l'œuvre ne plaît pas à tout le monde. On est énormément décrié. C'est compliqué de vivre avec ça, parce que vous avez à la fois la joie de ce que vous avez fait, mais vous n'aviez pas pensé aussi à tout ce que vous allez prendre de négatif. Il faut être costaud quand même pour encaisser. Mais je dis merci aussi d'avoir vécu ça, parce que grâce à ça, je me suis dit, puisque c'est ça, je vais m'enfermer dans mon atelier et je vais travailler. Et je vais travailler 10 fois plus que les autres. Et je vais leur montrer ce que je sais faire. Parce que les gens ne savent pas. Mais moi, je peins depuis que j'ai 19 ans. Donc, et j'adore travailler à l'ancienne. Je ne sais pas travailler avec mon ordinateur de toute façon. Et je vais faire une maquette et je vais peindre à l'huile. L'huile, c'est l'école de la patience. Vous venez avec un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Vous êtes trop pressé, c'est pas bien sec en dessous. Ça creuse la petite couche de peinture. C'est irrattrapable. C'est pas du coloriage, ce ne sont pas des couleurs côte à côte, ce sont des couleurs superposées. Vous imaginez les peintres à l'époque, les grands peintres, c'était non seulement ils ont eu des techniques pour peindre des glacis, pour faire des visages où vous avez l'impression que c'est une photo, mais c'est l'école de la patience. Le tableau, ils pouvaient le travailler pendant 3 ans.
le laisser sécher, le reprendre. C'est totalement antinomique avec notre façon de vivre aujourd'hui où on veut l'immédiateté. Dès l'instant où il a existé la peinture à l'acrylique, il y a des artistes qui peuvent faire 100 tableaux par semaine. Moi, je fais tout l'inverse. Alors peut-être parce que déjà j'ai un esprit de contradiction, j'aime bien faire l'inverse des autres, et puis parce que je me dis toujours, c'est impossible que l'art ne passe pas par les mains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si je fais une chaise en 2D en métal, c'est pas moi qui l'a fait. Il faudrait que j'ai un atelier pour ça, il faudrait que j'ai un outil de découpe. Je fais faire. Et vous regardez les statuts, enfin les documents sur la maison des artistes. Normalement, une œuvre, si elle n'est pas faite de vos mains de A à Z, ça ne cadre pas dans la maison des artistes. Ils n'ont pas refait les textes, mais il y a des textes qui sont vraiment à refaire, parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui font tout faire. Après, c'est discutable. Est-ce qu'on est artiste quand on fait tout faire ou pas? Mais je pense qu'il est important de faire de ses mains. Et pour donner un exemple, pour donner un exemple qui me frappe, je me souviens lorsque je voyais Dali ou Picasso, ce truc moderne, c'est même pas dessiné. Ah bah oui, mais si vous allez dans une expo très bien faite sur ces hommes-là, à 15 ans, ils savaient faire des visages et des personnages comme personne. Donc ils peuvent avoir le luxe de faire quelque chose qui paraît n'importe quoi. D'abord, ce n'est jamais n'importe quoi, il y a une structure derrière. Mais parce qu'ils savent faire. Et on ne peut avoir ce luxe que quand on maîtrise. Alors beaucoup ont copié des grands maîtres, moi j'ai copié des grands maîtres, jusqu'à ce que je trouve comment c'est fait. Mais pour moi, l'art, parce que vous me demandiez tout à l'heure, c'est quoi pour moi l'art ? Pour moi, il n'y a pas de grands, de petits artistes, il y a des gens qui font. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font, quels qu'ils soient, parce qu'ils osent faire. Déjà, ça, c'est brillantissime. Ils font bien, ils font moins bien. Ça, après, c'est une question d'appréciation. Mais ils font. Et ça passe par la main, ça passe par le cerveau et ça passe par le cœur. Alors, dans ce travail d'artiste, bien évidemment, on va parler de la chaise bleue. Vous en avez parlé, vous avez commencé à aborder à l'instant. On en sortira parce que on va pas rester dans les cases et je pense que les artistes n'aiment pas être enfermés forcément dans des cases. Mais c'est un objet, une œuvre emblématique aujourd'hui sur la promenade des Anglais. Pour ceux qui écoutent ce podcast et qui habitent dans la région, bien évidemment, je pense que tout le monde connaît la chaise bleue. Maintenant, peut-être pas forcément son histoire. C'est quoi son histoire, cette chaise bleue ? Elle sort d'où ? Il faut que je fasse une version accélérée. Nous sommes en 2008. À l'époque, je peins des galets. Après avoir peint des végétaux, je peins des galets. J'essaie de rendre vivants ces galets, je mets de l'eau dessus, puis je me rends compte que plus on va vers Aise, plus les galets sont colorés, ils sont moins gris, moins poreux qu'à Nice. Et puis, je commence à faire des modules aimantés, je commence à venir un peu à la matière. Et puis, suite à cette expo, il y a un monsieur qui demande à me rencontrer. Donc, je rencontre cet homme, et cet homme me demande d'illustrer ces belles filles en danseuse, tenant des ballons à la main, les ballons représentant ses petits-enfants. Et je lui dis, mais vous voulez que je fasse quoi ? Une peinture ? Non, pas du tout, je veux une réalisation en plexiglas. Ça tombe bien, je travaille pas du tout le plexiglas. Donc, je fais un croquis que je lui vends 2 francs 6 sous, mais vraiment. Mais du coup, je suis quand même obligée d'aller dans l'univers de plexi, voir quel plexi existe, etc. Donc, je découvre qu'il y a le plexi publicitaire, qu'il y a du plexi dépoli. Je trouve ça très intéressant, beaucoup plus chic. Et on fait cette œuvre. Et en fait, ce monsieur avait un appartement terrasse au-dessus d'un immeuble, comme un toit terrasse. Je crois que ça s'appelle un toit terrasse. Et il veut fixer ça sur le mur du toit terrasse. Ok, il est content de l'œuvre, il fait une inauguration, il prend ça très très au sérieux. Et 1 an plus tard, je suis à la montagne avec les enfants et je reçois un coup de fil de ce monsieur. Il me dit, Sab, j'aimerais que vous illustriez pour moi le bonheur et la difficulté d'y accéder. La seule exigence que j'aurai, c'est qu'il y ait une touche niçoise. Sujet de philo, vous avez 2 heures. Et donc, ça a demandé réflexion quand même. J'ai imaginé un peu, j'ai pensé au mythe de Sisyphe.
cet homme qui veut pousser cette pierre en haut de la montagne. Et qui roule. Alors au début, je fais un croquis, puis je mets un escabeau et je discute avec ma fille. Et ma fille me dit, je crois que ma fille me parle de chaises, des chaises bleues. Et je me dis, mais oui, bien sûr. Et je repense à cette première image quand je suis arrivée à Nice de ces chaises bleues totalement libres sur la promenade et sur le bord de mer. Et donc, je fais un dessin avec un corps qui n'est ni un homme ni une femme, qui est sur 2 chaises en quinconce, qui essaie d'attraper le soleil. Le soleil comme l'aura, la réussite, l'or, l'argent, la chaleur. Et lorsque je vais pour dessiner les chaises, j'achète des cartes postales, des vieilles chaises, des nouvelles chaises. Avant qu'elles aient été refaites, oui. De Villemotte, de Tordeau, etc. Et je fais une chaise de profil et une chaise de face. Lorsque je fais mon dessin, ça c'est un peu comme mes retards, le calcul c'est un peu à la one again. Et comme souvent ça tombe bien, je m'arrange avec le one again. Et je retourne voir le monsieur du plexi et on a un problème sur une seule chose, la chaise. Parce que le plexi des polis bleus est très laiteux, transparent, à aucun moment ça ressemble à une chaise bleue. Donc on réfléchit et le monsieur du plexi a une idée, il dit je vais faire un test. Il a l'idée de coller du plexi publicitaire avec du plexi des polis. Alors ça veut dire quand même beaucoup de pertes de plexi, il faut que la colle tienne bien, etc. Il fait la découpe et là on a une chaise magnifique qui est là. Parce que en fait la partie des polis, elle laisse passer la lumière. Donc ça donne un bleu qui est différent selon le temps qu'il fait à l'extérieur. C'était extraordinaire. Et donc, on fait l'installation de cet ensemble. Le monsieur est très content. Et lorsque je vais chercher les chaises, les gens m'interpellent dans la rue. Mais où est-ce que vous avez acheté cette chaise? Et je me dis, les gens sont quand même étranges. C'est une chaise sur laquelle on ne peut pas s'asseoir. Elle est en 2D, elle est plate. Je trouve ça curieux, mais les gens insistent. Et puis, j'ai une amie qui me dit, écoute Sabine, je voudrais t'acheter une chaise comme ça. Je dis décidément, tu devrais déposer le modèle. Je dis, mais je ne vais pas vendre une chaise sur laquelle on ne s'assoit pas. Je ne percute pas. Elle insiste. Et elle me dit, écoute, vends-m'en une. On a des amis qui quittent Nice. Je voudrais vraiment leur offrir cette chaise. Je lui vends la chaise. Et à partir de là, je me suis donné 1 an. J'ai cherché tout ce qui existait sur la chaise bleue. Et je me suis rendu compte de fait que nous avions 2 rangées de chaises entre le Negresco et le Méridien, fixées au sol. Stop. Il n'y en avait pas d'autres. Il y avait l'accumulation d'Armand au Mamac. Il y avait Monsieur Dury dans le Vieux-Nice qui fabriquait des chaises en 3D qu'il mettait dans des tableaux. Il y avait le magasin Transparence qui faisait de manière très anecdotique dans un bloc de plexi une chaise en 3D, la pièce de théâtre, et c'est à peu près tout. Et je me suis dit, mais tiens, c'est dingue, les Niçois sont très attachés à leurs chaises. Mais en fait, ils ne voient même plus qu'il y a des chaises sur la prom, parce que la prom étant tellement grande, 2 barres de chaises de peut-être 25 ou 50 chaises, on a l'impression qu'il n'y en a plus. Et je me suis dit, quand même, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. C'est la crise, c'était l'époque la crise des subprimes. Et là, au niveau de l'art, on a senti quand même qu'il se passait quelque chose, c'est devenu très compliqué. Et je me suis dit, tiens, je vais travailler le sujet et puis je ferai une expo. Je suis allée à l'INPI, j'ai d'abord déposé le modèle. Et lorsque je suis à l'INPI, la dame me dit, bon alors on va protéger bijoux, sculptures, nanana. Elle me dit mobilier. Et je me dis, mais ça fait un quart d'heure qu'on parle, elle n'a pas compris qu'on ne pouvait pas s'asseoir sur la chaise. C'est pas un mobilier, c'est une œuvre. Et donc ça m'a fait sourire, je me suis dit, quand même cette chaise, elle doit avoir quelque chose. Et donc je dépose le dessin. Je reviens et je fais des aquarelles, je fais des peintures à l'huile. J'ai l'immense chance de rencontrer un monsieur que je connais depuis très longtemps, qui est bijoutier, Roger Arbib, qui a les bijouteries Ferret. Il avait à l'époque même un stand dans Nice Étoile. Et il me dit, écoutez, votre idée, elle est géniale. Moi, je vous propose de vous faire un bijou. Là, je me suis dit, mais c'est formidable. J'y ai pas cru. Il m'a donné la main, je lui ai mangé le bras, je l'ai plus lâché. Et donc, j'ai dit, c'est super, on va faire cette exposition. J'avais des tout petits modèles de chaises en plexi qui commençaient à 250 € jusqu'aux bijoux qui faisaient peut-être, 2000.
Et j'ai exposé au Château Crémat. J'ai eu beaucoup de monde, j'ai eu les amis, etc. Et alors, j'ai rempli des carnets de commandes et je me suis dit, les Niçois sont quand même très attachés à cette chaise. Point. Monsieur le maire m'appelle et me dit, je sais que vous faites une exposition, je ne peux pas venir, mais sachez que j'ai acheté le collier à mes filles. Bravo pour ce que vous faites et j'aimerais vous voir. Donc, il est venu me voir à l'atelier. Et il m'a proposé à l'époque que la ville passe commande et qu'on fasse des petits cadeaux, trophées aux personnalités qui viennent. Ça peut être l'ambassadeur de Pologne, ça peut être Nicolas Sarkozy, ça peut être... Et donc, j'ai trouvé ça formidable. Et puis, j'étais également dans un livre qu'on offrait aux mariés. Ça s'appelait « Dire oui à Nice, un regard d'artiste ». Point. Je suis contente, j'ai cette commande de la mairie, je suis vraiment contente et je développe, je continue à faire des choses avec la chaise. On reconnaît votre travail d'artiste, ça fait toujours du bien, on en parlait tout à l'heure. Et je me dis, mais c'est super cette histoire de chaise, ça va me faire une petite manne financière pour pouvoir m'adonner à ce que j'adore, la peinture à l'huile. Et la peinture à l'huile, pour ceux qui savent, les pinceaux sont très chers, les tubes d'huile sont très chers, c'est quand même, les toiles sont chères. Et donc, je me suis dit, je vais donc faire ça. Sauf que la chaise a quand même un peu mangé ma vie pendant quelques temps. À peine. À peine. Et donc, je dirais que j'ai pu commencer réellement à consacrer du temps à la peinture 8 ans après, hein, quand même. C'est-à-dire que je me suis donc dit, quel serait pour moi le point d'orgue ? Je veux faire quoi avec cette chaise ? Je veux l'emmener où ? Je ne trouve pas. Et puis un jour, nous partons en voyage, nous allons à New York avec les enfants. Et je me trouve sur la 54e avenue et je vois le Love de Robert Indiana. Et je vois les gens qui toute la journée se photographient devant et je me dis, oh, mais c'est génial, mais c'est ça que je voudrais faire. Que les gens du monde entier se photographient devant l'œuvre Paris à sa tour Eiffel. Nous, on pourrait avoir notre chaise. Mais je l'ai dit comme une enfant qui entre dans un magasin de jouets, persuadée, bille en tête. J'étais partie pour ça. Et donc, là, tout à coup, il faut grandir, il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire un projet, il faut le présenter à la ville. Je ne connais pas les rouages, je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai demandé directement un rendez-vous à monsieur le maire, qui évidemment a trouvé l'idée super, et après, ça s'est fait. Et la chaise, j'ai envie de dire, quand vous avez la chance d'avoir une œuvre comme ça sur le domaine public, en fait, l'histoire, elle s'écrit toute seule. Il faut un tout petit peu de temps, et encore, moi, je trouve que ça a été très vite. C'est-à-dire qu'au début, elle est décriée, c'est très français. C'était ma question. Comment ça a été reçu, en fait, au début ? Pas bien. Enfin, d'où sort-elle ? A-t-elle fait une école ? Est-ce que c'est une vraie artiste ? Comment a-t-elle réussi à mettre sa chaise sur la prom ? Alors ça, c'est ce qui a été reçu par le public. Et moi, comment moi j'ai reçu ça ? Eh bien, j'ai été très étonnée. Je me demandais ce que ça me ferait. Je me disais, waouh, je vais avoir cette œuvre sur la promenade des Anglais. Et j'ai dit à ma fille, c'est bizarre. En fait, l'effet que ça me fait, c'est de me dire qu'il y a une plaque avec mon nom. Je n'avais pas d'histoire. J'ai écrit une histoire. Je peux mourir demain. Mes enfants verront mon nom sur une plaque. C'est un côté un peu narcissique, ça, non ? Non. C'est comme s'il fallait que je prouve quelque chose à mes enfants. Est-ce que vous vous baladez encore sur la prom ? Est-ce que vous regardez la chaise ? Bien sûr. Bien sûr. Je ne vais plus la nettoyer, mais avant, j'étais capable d'aller avec un escabeau et la nettoyer. Hein. Alors, quand je dis l'histoire, je suis un peu longue, pardon. Non, mais quand je dis l'histoire s'écrit toute seule, c'est qu'il y a ce temps-là. Puis après, la chaise a été abîmée une première fois. Il y a eu des événements sportifs, un camion a emmené le pied. De nouveau, j'ai été décriée, combien ça nous coûte, cette cochonnerie, tatati, tatata. Deuxième salve, la chaise a été abîmée une troisième fois. Et puis j'ai un jour un journaliste qui m'a fait une page dans Nice Matin, très sympathique. Ça a commencé un peu à changer. Et après, malheureusement, il y a eu les attentats. C'est tout bête, mais les attentats, le fait que l'œuvre soit, j'ai pas de notion de distance, mais 50 ou 80 mètres après la fin de ce massacre, c'est la seule chose qui restait debout. Et là, tout à coup, les Niçois se sont appropriés cette œuvre. C'est devenu un symbole de liberté. Elle était effrontée, elle est sur un pied, elle regarde la mer, elle n'a pas bougé. Je n'ai pas eu une bougie, je n'ai pas eu un nounours dessus. Ça change, parce que ça aussi, c'est
difficile. Et là, à partir de ce moment-là, les Niçois se la sont appropriés. Puis ensuite, le premier événement qu'il y a eu sur la prom après les attentats, c'était l'Ironman. Fatalité, 1 an avant, on m'avait demandé, j'avais fait la médaille. Et puis après, il y a eu le Covid. Le Covid, chaque fois que monsieur le maire passait à la télévision, c'était la promenade des Anglais, le Negresco, la chaise de sable, qui est appelée la chaise bleue, malheureusement. Mais voilà. Et donc, elle fait partie de l'histoire. Et puis, moi, je sais que j'ai fait pendant plus d'1 an des quadriptyques tous les dimanches de photos que je récupère sur le net. Elle est photographiée de toutes parts. Et il y a eu ensuite, avec la chaise de sable, beaucoup de collaborations. Oui. Pourquoi ? Parce que les gens aiment tellement cette empreinte qui, pour eux, est une empreinte absolument niçoise. Le niçois est quand même très chauvin. Oui. Et cette chaise, c'est vraiment pour eux l'emblème. C'est eux qui en ont fait un emblème. Hein. Un emblème, pardon. On dit un, n'est-ce pas ? Je dirais un. Je dirais. C'est eux qui... En fait, c'est le public après qui fait l'histoire. Hein. C'est vraiment le public. Donc, j'ai commencé à avoir les entreprises qui sont venues me voir en me demandant si je pouvais faire la carte de vœux, si je pouvais faire le cadeau d'entreprise, si je pouvais associer un symbole de leur société à la chaise. Et c'est comme ça que l'histoire a continué. Et un jour, alors avec Pascal Lac, Pascal et Julien, je peux raconter l'histoire qui est mignonne, enfin qui a pris une tournure. Un jour, j'ai un ami restaurateur qui me dit « Mais tu as vu ?» Et ma chaise était sur un couvercle de chocolat qui devait partir au Japon. J'étais pas très contente. Et Pascal Lac est quelqu'un de très intelligent et il laisse son fils faire ses erreurs lui-même et apprendre de lui-même. Et en fait, on s'est téléphoné et au lieu d'appeler les avocats et de commencer à... Nous avons fait une collaboration. Pour faire des fèves. Pour faire une chaise bleue en chocolat. En chocolat. Oui. Parce qu'il y a les fèves aussi. Oui, mais ça, c'est un travail que j'ai fait de manière annexe, mais D'accord. Le partenariat pour la chaise bleue en chocolat, ça fait 7 ans. Nous sommes dans la 7e année de partenariat. C'est génial. Après, il y a les bijoux. Les bijoux ont continué à se développer. Ça, c'est super. Alors, j'essaie que ce ne soit pas trop cheap et que ça parte pas dans tous les sens, que ça reste quand même classieux. Parce que c'est une œuvre, c'est pas du gadget. Et moi, c'est la question que j'avais posée. Je me fais un peu l'avocat du diable et notamment, on parlait du monde des artistes et de la réception qui peut être faite d'une œuvre qu'on ait décidé de créer. Certains pourraient dire non mais bon, ok, alors il y a eu l'œuvre en elle-même, la chaise de sable, elle est sur la prom, l'œuvre elle est là, elle se pose, elle a tout son sens et tout. Maintenant, faire des bijoux, des gâteaux, mettre ça sur une paire de rollers, enfin un peu partout, bon, ok, c'est du business et point. Oui, non, parce que les bijoux, je m'excuse, c'est quand même, c'est pas rien des bijoux, c'est pas des bijoux en argent, hein, c'est des bijoux en or, avec des diamants, avec des pierres, c'est quand même quelque chose. Et ensuite, les œuvres que je fais très attention maintenant à ça, je ne fais pas des séries. C'est-à-dire que ma plus grande série, je crois que c'est 25. Je ne fais que des pièces uniques ou des 8+4, 2 hors commerce, 2 épreuves d'artistes. Parce que depuis le succès de cette œuvre sur la promenade des Anglais, j'ai fait des émules. Aujourd'hui, il y en a qui se sont emparés de la chaise bleue. Évidemment, ils la font différente de moi, parce que moi, il y a quand même une erreur de dessin. Je finirai par ça. C'est ce qui a fait sa notoriété. Je vais y venir. En attendant, certains se sont emparés de ça, notamment la famille Tordeau. Ils se sont dit, donc ils ont retravaillé leur chaise et ils connaissent tous les comités d'entreprise et aujourd'hui ils font plein de choses. Et il y a un garçon dans le Vieux-Nice qui lui aussi s'est mis, il fait les têtes de lit dans les hôtels, il fait plein de choses. Il y a plein de gens qui gagnent beaucoup d'argent grâce à moi, mais vraiment. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas de produits dérivés. C'est impossible de vendre une œuvre à un certain prix et de retrouver un gadget à 25 ou 40 euros. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. On m'a démarché. Hein. J'ai un monsieur qui a des magasins de souvenirs à la Tour Eiffel de Paris. Il m'a proposé de développer un business. Mais je vais détruire l'image de l'œuvre. C'est pas possible. Vous disiez même que c'était un 3e enfant. Comment ? Vous disiez même que c'était un 3e enfant, oui. cette chaise bleue. Oui. Alors, pour l'histoire de la chaise... l'histoire.
Donc la chaise, du coup, elle est modernisée par son design. Elle n'est pas arrondie, elle est assez anguleuse, elle a un petit peu un style parfois d'araignée. Mais c'est surtout que si elle était logique, ce pied devrait chevaucher l'assise. Un vrai dessinateur dirait que ce pied vient. Là, c'est comme si le pied avait été écrasé par César et déporté sur le côté. C'est cette erreur de dessin qui lui donne une fausse perspective. Lorsque cette chaise a été sur la prom, je me régalais. J'entendais les gens qui disaient « Oh, mais c'est incroyable, en fait, elle est plate !» De loin, ils étaient persuadés qu'on pouvait s'asseoir dessus. Et c'est quand même ça qui a fait son succès. C'est pas juste une chaise bleue. C'est une chaise avec une fausse perspective. Ça fait quoi aujourd'hui de voir sur les réseaux toutes les centaines de milliers de photos et de se dire que c'est vraiment devenu un symbole de la ville? Alors on réalise pas toujours. On réalise pas toujours. C'est moi, c'est plus mes amis, c'est plus... on parlait tout à l'heure du photographe Bruno Weber. C'est des gens comme ça qui de temps en temps me secouent et me disent « Mais tu te rends compte ? Mais tu te rends compte ?» Ou alors des enfants. J'ai vu des enfants dans des manifestations. Ah, c'est la dame, c'est la chaise bleue. C'est magique. Les enfants, c'est extraordinaire. C'est comme s'ils voyaient une star, quoi. C'est marrant, hein? C'est marrant. Les écoles, j'interviens dans les écoles et c'est super. Est-ce qu'on n'a pas peur, en revanche, et je terminerai là-dessus sur cette chaise, parce qu'on va parler d'autre chose, est-ce qu'on n'a pas peur d'être enfermé après dans cette image? De dire, c'est ça la chaise bleue? Alors, on peut pas vouloir, bien que moi si, parce que je suis Madame Plus, le beurre, la fermière, l'argent du beurre et tutti quanti. C'est le risque, mais en même temps, on va quand même pas pleurer, non? Hein? Évidemment. Ça vous fait quoi? Votre père fait du caviar, vous mangez du caviar tous les jours. Bon, ben, à un moment... Oui. Alors, je suis pas riche, hein, faut pas croire, je suis pas riche du tout avec cette chaise. Mais j'ai accédé à la notoriété, je profite de ce succès de mon vivant, hein, ce qui est quand même pour les artistes pas souvent l'inverse qui se passe, hein, c'est une fois qu'ils sont passés à trépas. Et puis ça me donne les moyens de m'exprimer et de faire autre chose. Avant, on n'allait pas forcément regarder. Aujourd'hui, ça me donne ça m'assoit une crédibilité. C'est-à-dire que les gens, ils veulent bien venir voir ce que je fais. Bah, c'est quand même super, hein. Est-ce que le jour de l'inauguration sur la prom, vous avez repensé à l'histoire de la petite fille à 5 ans qui voulait être artiste? Est-ce que vous êtes dit ce jour-là, j'y suis arrivé? Non. Oui, parce qu'on avait dit que ça se terminait jamais de toute façon, une vie d'artiste. Oui. Alors justement, parce qu'il n'y a pas que la chaise. Moi, j'ai regardé, lu, vu plein de choses. La sculpture, la peinture, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est manifestement votre premier amour et qui le reste encore extrêmement présent. Aujourd'hui, une journée de Sabine, c'est devant un tableau, c'est sur une sculpture. Comment ça s'organise tout ça? Alors, bon courage. C'est tout sauf une organisation, justement. Alors, si je suis dans une période où je peins, là, par contre, je viens et je peins et je vais commencer à être en super forme à 17h et je m'arrêterai plus. C'est pas le matin à 8h, ça c'est sûr. Quand je peins, je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un rythme. On peut pas faire un corps, par exemple, et se dire j'arrête si on a commencé le tronc, par exemple. On ne peut pas s'arrêter parce que les mélanges, on les fait de manière manuelle et on va pas avoir la même densité de térébenthine et on va pas forcément retrouver la même teinte parce que c'est quand même un peu... c'est pas de la chimie, hein, c'est pas calculé, c'est un petit peu... Donc, quand je suis en peinture... Mais de toute façon, je viens tous les jours à l'atelier. Même si j'y fais rien, c'est ma drogue à moi. Là, dans ce que vous produisez aujourd'hui, vous essayez d'exposer le plus possible ou ce sont des commandes de particuliers? Alors, comme j'ai vécu pendant... Donc là, on est dans la 10e année. Je dirais que les choses sont plus compliquées depuis décembre l'année dernière parce que, alors là, on sent, nous, on est en bout de course, on sait comment va le peuple, si je puis dire. On sent que là, il y a des craintes, on sent que les gens sont stressés, on sent qu'il y a moins d'argent,
On sent que se nourrir, il faut gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. C'est plus compliqué. Moi, je dis toujours, je me compare à un chat qui a ses croquettes. Il perd son instinct de chasseur. Donc moi, les gens viennent à moi, j'ai ma commande, tout va bien. Depuis presque 1 an, je suis obligée de sortir de l'atelier et d'aller chercher mes croquettes. Ce qui est très très bien aussi. Parce que je suis devenue feignante, exposer c'est quand même du boulot. Je ne l'ai pas fait depuis 10 ans. Bien là, je viens de le faire. Oui, au moment où on enregistre, on est début septembre 2024, et là, il y a une expo qui était entre juin et juillet, c'est ça? Exactement. C'est un sacré bébé aussi, une expo. Surtout que j'ai fait, conjointement parlant, j'ai fait le livre On va en parler, oui. et l'expo. Donc c'était colossal comme travail, colossal. Parce que dans cette expo, il y avait une partie de vos œuvres et pas uniquement la chaise. Non, alors j'ai trouvé un endroit absolument magique. Et il y avait en fait, il y a une partie atelier pour faire de la linogravure où j'ai mis toutes mes sculptures. Et il y a 2 grandes salles et il y a un mur qui vient, un demi-mur en fait. La pièce est faussement coupée en 2, ce qui fait que j'ai fait un département entier sur la chaise et un département entier sur les peintures, en faisant exact et absolument tous mes nus et le dernier thème que j'ai. Et par petites portions, j'ai fait un peu mon parcours pictural. Donc j'ai pu m'exprimer dans plein de domaines, parce que l'endroit fait quand même 150 ou 180 mètres carrés. Donc il y avait un studio photo, donc j'ai pu faire le photocall, où j'ai pu mettre du coup le tapis, parce que j'ai un partenariat pour le tapis, c'est vrai. Et j'ai pu mettre le tapis, j'ai pu mettre la chaise mobilier, puisque j'ai créé une chaise mobilier également. Et ça m'a permis de tout montrer, parce que vous êtes dans mon atelier, vous vous rendez compte que j'ai plein de choses, mais on ne voit rien, parce qu'il y a trop de choses. Tout est quand même entassé. Donc pour moi, c'était une occasion absolument unique de pouvoir montrer un peu l'étendue. Oui, c'était important quand même. C'était montrer. Très, très, très Regardez, important. il n'y a pas que ça, j'ai aussi ça à vous proposer. Bien sûr. Pas j'y tenais. Pas vraiment. de dire, je sais faire, mais j'ai ça à vous proposer. Exactement. Pourquoi un livre ? Alors, un livre, parce que on me demande à peu près du 2 janvier au 24 décembre, et cette chaise, l'idée t'est venue comment ? Ou comment vous est venue l'idée de la chaise ? On n'est pas très original alors sur ce podcast. Et je me suis dit, non mais c'est pas possible, il faut qu'à un moment je puisse le diffuser de manière plus flagrante. Et puis parce que c'était aussi pour moi un peu comme un retour de voyage, on pose les valises et on fait le point. Parce que je pars dans tous les sens. Vous avez vu, j'ai des tableaux avec du pigment et des punaises, j'ai de la sculpture, j'ai du dessin, j'ai de l'encre, j'ai de l'aquarelle. Ça peut paraître fouillis, et d'ailleurs la dame qui a écrit le livre, qui est une critique d'art, je me suis dit, mon Dieu, mais comment va-t-elle faire ? Et là, elle a eu un talent extraordinaire, elle a réussi. Mais alors, telle une petite fée à trouver un fil conducteur, c'est merveilleusement bien écrit. Je ne l'aurais pas écrit aussi bien. Elle a trouvé comment amener, tout en restant pudique et en ne s'étalant pas trop sur le pourquoi du comment, mais elle l'a très très bien fait. Et puis, pour poser les choses, comme on pose des valises, et puis, je le dis et je le répète, pour mes enfants aussi. Vous en parlez beaucoup, vous aimez l'idée de si transmettre. J'aime mes enfants, oui. je me doute, l'idée de transmettre, de laisser quelque chose, c'est important. Oui, j'ai rien, j'ai pas d'héritage, je suis propriétaire de rien. Je veux laisser quelque chose à mes enfants. Ils n'ont pas de grands-parents de mon côté. C'est important pour moi de leur laisser quelque chose. Mais l'amour, c'est déjà ça. Alors ma fille m'a dit, mais maman, on n'avait pas besoin de tout ça. Tu nous aimes et c'est suffisant. Mais moi, j'ai des enfants qui sont brillants. Ils sont brillantissimes. Et je sais pas, il fallait que je leur montre que je pouvais faire quelque chose de bien aussi. Vous les avez élevés. Oui. Et puis, ils sont hyper rigoureux. Ils tiennent beaucoup de leur papa. Ma fille est une future psychiatre. Mon fils travaille dans la finance. Et moi, je suis la turbulence de la famille. Donc, c'est bien aussi. Ils savent de quoi ils sont faits. J'aimerais qu'on parle un petit peu de
de la Côte d'Azur et de Nice, et ce podcast va à la rencontre des gens qui font des choses sur la région. Est-ce que Nice a été... il y a eu un déclenchement en arrivant, vous êtes arrivé en 86 sur la Côte d'Azur, vous arrivez des Vosges, on n'est pas sur le même climat. Est-ce que dans ce travail d'artiste, il y a quelque chose qui a changé en arrivant dans le Sud ? Mais naturellement, bien sûr. Imaginez les Vosges, c'est magnifique les Vosges, hein, c'est très très beau. Oui. Vous avez un paysage vert par exemple, il va changer selon les saisons. C'est d'une lenteur infinie. Le paysage peut être immobile pendant 3 semaines, 1 mois. J'arrive à Nice, tous les jours, vous vous promenez sur la promenade des Anglais, le matin tôt par exemple, c'est plus appréciable parce qu'on n'est pas perturbé par le monde. Ce n'est jamais, jamais, jamais la même lumière. La mer, la montagne, le ciel, c'est incroyable. C'est une palette de couleurs qui change de manière permanente. Permanente. Vous avez une luminosité, je dis vous, évidemment je suis vosgienne, mais la lumière, elle est, de toute façon pour un artiste, la lumière c'est quand même... C'est la base de tout. Et quand je dis la lumière, je mesure mes mots. Vous allez me dire, oui, mais Soulage, il fait du noir. Mais Soulage, il n'a fait que jouer avec la lumière. Oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui faisait ses tableaux autour du noir, qui a disparu cette année. À 104 ans. Et qui a un travail absolument extraordinaire autour d'une seule couleur. Mais tout est basé sur la lumière. Donc là, on arrive au paradis des peintres, hein, quand on est dans un endroit comme ça. C'est magique. Oui, puis il y en a effectivement, il y a une longue lignée de peintres qui sont tombés amoureux de la région parce qu'il y avait cette lumière. Bien sûr. C'est important d'être dans un endroit inspirant. Ah, complètement, mais naturellement. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Sabine. Merci à vous. Merci pour ce témoignage, c'était passionnant. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout ? Bravo! N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode sur www.wavestoria.com.